Mécanisme de diversification du vivant, dernière partie, la transmission culturelle de comportement sans modification du génome, forcément. Alors, on peut commencer ce chapitre par une étude du chant des oiseaux. On travaille souvent sur le pinson des arbres. Ce sont des oiseaux assez répandus en Europe. Ils vivent dans des régions boisées de conifères. Et ils ont été beaucoup étudiés pour leur chant qui comporte une très grande diversité de sons. Un pinson qui ne possède pas un chant comparable au pinson de la région est chassé par les autres oiseaux. Donc le chant des oiseaux a été enregistré dans différentes régions du sud-ouest de la France et transposé sous forme de sonagramme. Alors qu'est-ce qu'un sonagramme? C'est l'image d'un signal dans une représentation fréquence-intensité en fonction du temps. Donc le temps est forcément en abscisse, la fréquence en ordonnée, et l'intensité de chaque composante est représentée par la couleur, la noirceur ou l'épaisseur de la trace correspondante. On peut donc découper le chant en motifs, notes et éléments. Un motif est un enchaînement de notes qui peut être répété un grand nombre de fois, et un élément se définit comme un son ininterrompu. Une note est donc constituée de plusieurs éléments. La comparaison des motifs, notes et éléments entre le chant du tuteur et celui de l'élève permet d'apprécier la qualité de l'apprentissage. Et donc vous avez dessous le sonagramme d'un mandarin. Vous avez ici un motif et vous voyez que dans le motif, il y a plusieurs notes et que chaque note, par exemple la note 2, elle est composée de deux éléments A et B. La note 4 est composée de 5 éléments. Voici donc une photographie d'un pinson des arbres. À droite, vous avez une lithographie qui vous permet de voir la distinction entre mâle et femelle. Nous allons travailler sur des pinsons du sud de la France et la première population que nous allons étudier sera celle de la forêt de Grésigne. Donc vous allez avoir le sonagramme qui va apparaître, vous allez entendre le chant et en distinction sur le sonagramme une partie intéressante à étudier. Le chant des pinsons de Grésigne. Maintenant ceux de Cahors. Le chant des pinsons de la Montagne Noire. Et enfin ceux des Landes. Étudions le sonagramme de Grésigne. On voit que le motif final a à peu près cette forme. On va retrouver à peu près la même forme dans le motif de Cahors, mais également dans le motif de la Montagne Noire, même s'il est légèrement différent. Par contre, celui des Landes est clairement différent. On constate après étude des chants et des sonagrammes que les chants les plus proches sont ceux de trois populations. Cahors et forêt de Grésigne, les chants sont très proches. Les chants des populations de la Montagne Noire ressemblent encore à ceux de Cahors et de la forêt de Grésigne. Par contre, les chants des pinsons des Landes sont franchement différents. Alors, on peut se dire qu'ici, il y a un apprentissage du chant par les parents aux enfants. Et donc, quand on a des populations qui sont isolées géographiquement, qui ne communiquent pas entre elles puisqu'elles sont trop loin, chacune développe son propre chant, son propre langage, qui fait qu'on va avoir des populations qui ne seront plus capables, même si génétiquement elles appartiennent à la même espèce, à se reproduire entre elles, puisqu'elles ne reconnaîtront pas leur chant. Donc ici, on peut prouver l'apprentissage et la transmission du chant des parents aux enfants. On peut faire des expériences et enregistrer donc le chant des pinsons. On a en référence un adulte témoin avec son sonagramme. Si on prend un animal élevé avec des congénères, c'est-à-dire des individus de son espèce, dont un adulte,
on s'aperçoit que le sonagramme présente des motifs et des rythmes à peu près identiques. Si l'animal est élevé complètement seul, son sonagramme ne ressemble pas du tout à celui de l'adulte témoin. Et si on a un animal que l'on a rendu sourd à la naissance, son sonagramme est totalement différent, les motifs et les éléments ne sont pas du tout contrôlés, cet animal ne s'entend pas chanter et produit des sons sans aucun contrôle. Autre apprentissage par imitation, donc vous le savez que les enfants, vos petits frères, vos petites sœurs, ils font tout comme vous. Quand vous étiez petit, vous vouliez absolument la dernière cuisinière en plastique qui était sortie pour faire comme maman, vous vouliez un mini aspirateur, vous vouliez une super voiture comme papa, un téléphone. Donc c'est l'apprentissage par imitation qui est tout à fait normal. On a l'apprentissage par imitation qui existe également chez les animaux. Une expérience a été faite au Japon avec des macaques. Alors, ça s'est passé sur une île. Certains chercheurs ont donné à des femelles macaques donc, sur 49 individus qui ont été étudiés, c'était dans les années 50, ils leur ont donné des grains de blé. Et les macaques les récoltaient un à un pour les manger. Et en 1956, une jeune femelle de 4 ans a eu l'idée de prendre des poignées de sable et de grains mélangés, puis de les jeter dans l'eau de mer. Le sable est tombé au fond et les grains flottèrent. Donc, ils étaient plus faciles à ramasser et à manger. À ce moment-là, il y a eu apprentissage, les autres congénères ont fait pareil et toute la population fait la même chose. Il y a eu aussi le phénomène d'apprentissage des patates douces. On leur lançait des patates douces pour se nourrir. Les trois quarts des macaques passaient leur temps à gratter la terre sur les patates et il y a une femelle qui a eu l'idée de nettoyer dans l'eau la patate douce pour enlever la terre et résultat maintenant sur cette trille, tous les macaques ont le même comportement. Et vous connaissez l'expression, on n'apprend pas au vieux singe à faire la grimace. Hein. Quand vous êtes petit, on vous tire la langue, qu'est-ce que vous faites? Vous tirez la langue. Donc un comportement qui peut être appris par imitation. Donc ici vous avez un exercice. Fin du XXe siècle en Grande-Bretagne, le lait était déposé le matin par le laitier dans une bouteille fermée devant la porte des habitations. Ça vous connaissez, vous avez peut-être vu dans les contes, les vieux dessins animés. Il y a le laitier qui passe le matin, il pose les bouteilles qui étaient fermées, il récupère les bouteilles vides, il met des bouteilles pleines. Dans les années 20, on a commencé à observer des mésanges qui ouvraient les opercules des bouteilles pour se nourrir à la crème fouettée. Pardon, la crème fouettée. Oh, si elle était fouettée, ce serait bien. Mais non, la crème formée en surface du lait. Et parce qu'on avait inventé les opercules en aluminium, c'était plus facile que les bouchons. Donc, elles ont commencé à percer avec leur bec les opercules, à se nourrir du lait. Et on s'est aperçu, les 25 années suivantes, qu'il y a eu une propagation très rapide de ce comportement parmi les mésanges anglaises, surtout appartenant à donc ce comportement chez des oiseaux d'espèces différentes. Donc vous avez la photo dessous d'une mésange qui ouvre sa bouteille de lait. Puis à droite, vous avez la propagation du comportement d'ouverture des bouteilles de lait chez les mésanges, uniquement entre 1935 et 1947. On vous précise que les points entourés correspondent aux localisations des premières observations de ce comportement. Donc en 1921 en orange et puis en 1926 en vert. Donc on démarre, première image en haut à gauche, avant 1935. Observation de comportement dans le sud et dans le nord de la Grande-Bretagne. Et progressivement, vous voyez, arrivant en 1947, on a de plus en plus de populations de mésanges qui pratiquent le perçage d'opercules avec le bec pour boire le lait. Bah oui, c'est pratique. Hein. Vous savez que les mésanges sont des oiseaux qui ne sont pas du tout migrateurs, qui restent sur place. Et donc en hiver, il faut bien se nourrir correctement. L'origine des langues. Alors, nous avons tous les mêmes ancêtres et pourtant sur la planète, nous parlons plusieurs langues différentes. Donc, ce qui veut dire que les langues dérivent forcément d'un langage originel. Et
on peut retrouver, grâce à des simulations numériques et recoupées avec des recherches historiques, on peut former un arbre généalogique des langues en se fondant notamment sur le vocabulaire commun ou similaire. Bon, je vous fais pas un dessin. Aqua, agua, ça vous dit quelque chose? Du latin, de l'espagnol, c'est très proche. Il y a des mots qu'on retrouve en français, on reconnaît l'origine grecque ou latine. Donc les langues européennes actuelles, le français, l'anglais, l'espagnol, l'italien, proviennent du latin majoritairement et du grec. L'allemand est un peu différent, il n'a pas du tout la même construction. Donc en faisant des études du langage et en faisant des simulations numériques, on a pu retracer cet arbre généalogique des langues. Alors c'est assez intéressant. Au départ, il y avait un langage indo-européen universel. Puis vers 6100 ans, ça s'est séparé en deux grands groupes. On a eu le groupe des langues celtiques, le breton, le gallois, l'irlandais, et on a eu un groupe de langues italiques, parmi lesquelles on a eu deux séparations. La séparation vers 1700 où on a plutôt donc toutes les langues de l'Europe de l'Ouest, le français, le provençal, l'espagnol, le portugais, catalan, italien, sarde, donc tout ce qui est origine euh, latine. Et puis on a plutôt les langues du Nord, ensuite vers 1750 ans avant Jésus-Christ, on a l'apparition des langues allemand, anglais, suédois, norvégien, danois. Donc ça, de toute façon, je pense que vous regardez suffisamment assez la télé, les jeux vidéo, les infos pour reconnaître en fait, rien qu'à l'oreille, une langue si elle est du sud de l'Europe ou du nord de l'Europe.